Londres, avril 1817. L'air à l'intérieur du club pour Gentlemen Whites était épais de fumée de tabac et de ce relent particulier du privilège masculin, ce mélange d'eau-de-vie, de sueur et de la cruauté désinvolte d'hommes qui n'avaient jamais connu de conséquences. Béatrice Thornhill se tenait dans l'alcôve ombragée près de la salle de jeu, le cœur battant contre ses côtes, avec une telle force qu'elle craignait qu'il ne trahisse sa présence. Le manteau emprunté flottait sur sa silhouette élancée. Le chapeau tiré bas sur des traits qu'elle avait noircis de cendre. Et pourtant, elle se sentait exposée, comme si chaque homme dans ce sanctuaire sacré du domaine masculin pouvait voir à travers son déguisement la femme désespérée qu'elle dissimulait. Elle était venue pour George, son frère sot, imprudent et bien-aimé qui avait promis que ce serait la dernière fois, qui avait juré sur la tombe de leur mère qu'il ne toucherait plus jamais une carte ni ne lancerait un dé. À travers l'embrasure de la porte, elle pouvait le voir maintenant, affalé sur une chaise comme une marionnette aux fils coupés, le visage de la couleur d'un vieux papier. En face de lui était assis Lord Richard Carstairs, un homme dont la réputation le précédait comme une odeur de pourriture, son sourire large et froide, tandis qu'il contemplait l'étendue de la fortune de George avec une satisfaction évidente. Béatrice s'approcha assez près pour entendre la voix de Carstairs, douce comme de l'huile sur l'eau. « Le domaine, disait-il. Thornhill Manor lui-même. George l'avait parié et avait perdu. Leur dernière propriété. Le dernier fil qui les reliait à la respectabilité, perdu en une seule main désastreuse de 21. La pièce bascula, et Béatrice s'agrippa au cadre de la porte. Alors Carstairs leva les yeux, et son regard la trouva dans l'ombre, et elle sut avec une certitude absolue que son déguisement ne l'avait jamais trompée. Il l'avait attendue. « Venez, Miss Thornhill, » dit-il, sa voix tranchant le murmure du club. « Discutons des termes. » Elle s'avança parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, parce que la ruine de George était aussi la sienne, parce qu'une femme de 28 ans sans fortune et au nom de famille, déjà ternie par le scandale, n'avait plus d'autre choix que ceux offerts par des hommes comme lui. Carstairs désigna la chaise à côté de lui, et elle s'assit, sentant les regards des autres hommes se détourner, gênés ou excités. « Il y a un match de boxe dans 10 jours, » dit Carstairs, s'adossant avec l'air satisfait d'un chat devant une jatte de crème. « Le duc de Westmont combat. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. » Elle en avait entendu parler. Tout le monde en avait entendu parler. Alexander Pembroke, duc de Westmont, qui s'était adonné au sport vulgaire du pugilat, avec un dévouement contre nature, qui n'avait jamais perdu un match, dont les prouesses physiques n'avaient d'égal que sa froideur mondaine. Carstairs continua. « Je propose un pari, Miss Thornhill. Si le duc perd, la dette de votre frère est pardonnée, le domaine restitué. Si le duc gagne, cependant, vous viendrez à moi, comme ma maîtresse, aussi longtemps que je souhaiterais vous garder. » Les mots restèrent un temps suspens dans l'air, comme du poison. Béatrice regarda son frère, le vit relever la tête. Vit l'horreur poindre sur son visage trop tard, toujours trop tard. Elle pensa à la réputation du duc, invaincu, inarrêtable. Elle pensa à la maison vide qui les attendait, aux créanciers qui tournaient comme des loups. Elle pensa au mot maîtresse et à ce qu'il signifiait, à la ruine qu'il promettait. Et parce qu'elle était désespérée, parce qu'elle était acculée, parce qu'à cet instant elle ne voyait aucune autre issue, Béatrice Thornhill s'entendit parler. « J'accepte. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. » L'aube arriva, froide et pâle sur Londres, touchant les fenêtres de l'établissement d'entraînement privé du duc de Westmont de Douart d'une fine lumière argentée, et Alexander Pembroke était déjà réveillé, déjà vêtu du pantalon de toile simple
et de la chemise de lin qui constituaient son uniforme dans cet espace où les titres ne signifiaient rien, et où seule la force, l'habileté et la discipline avaient cours. À vrai dire, il était éveillé depuis des heures, le sommeil étant un luxe qu'il avait sacrifié depuis longtemps aux exigences rigoureuses qu'il s'imposait, des exigences qui transformèrent son corps en quelque chose de plus dur que la douceur aristocratique attendue de son rang. Le gymnase occupait l'ancienne remise à calèche derrière sa résidence londonienne, un espace qu'il s'était approprié 5 ans plus tôt après son retour du continent, après les fiançailles rompues, après la désillusion qui vint avec la compréhension que la société valorisait l'apparence plus que la substance, la richesse plus que le caractère, et qu'un homme pouvait être entouré de centaines de personnes à chaque bal et soirée et se retrouver pourtant absolument seul. Ici, dans ce royaume de sueur et de choc, de respiration mesurée et de violence contrôlée, il trouvait quelque chose qui approchait la paix, ou du moins un répit temporaire au poids suffocant de la responsabilité ducale. Son entraîneur, John Hartley, un ancien champion qui s'était élevé des rings de boxe à poings nus de l'East End jusqu'à la respectabilité par l'habileté et la sauvagerie, attendait déjà, le visage buriné impassible tandis qu'il regardait Alexander Bonder ses mains avec une précision méthodique. Le combat attire une attention inhabituelle, dit Hartley sans préambule, la voix aussi rêche que du gravier. De lourds paris provenant de cercles qui ne s'intéressent normalement pas au pugilat. Alexander ne dit rien, poursuivant le rituel familier de préparation, sentant les bandes de lin se resserrer sur ses jointures, la légère élasticité et tension qui protégerait les os et les tendons lorsque le poing rencontrerait la chair. Il méprisait la culture du jeu qui entourait le sport, ces hommes dissolus, qui ne voyaient dans la violence qu'une occasion de profit, qui pariaient des fortunes sur la souffrance des autres sans une seule pensée pour l'honneur ou les conséquences. Lord Carstairs a placé une somme particulièrement importante sur votre victoire, continua Hartley, le regardant avec l'évaluation acérée d'un homme qui avait gagné sa vie en lisant ses adversaires. Choix intéressant, étant donné que cet homme n'a jamais montré d'intérêt pour le sport auparavant. Alexander leva alors les yeux, ses yeux bleu pâle, froids et fixes. Carstairs. Le nom seul laissait un goût de cuivre dans sa bouche. Il connaissait l'homme de réputation, le connaissait comme on connaît une espèce de serpent venimeux par la traînée de destruction laissée dans son sillage. « Quels sont les enjeux ?» demanda doucement Alexander. Hartley haussa les épaules, mais il y avait quelque chose de mal à l'aise dans son expression. La rumeur parle de propriété, de paris personnels au-delà du simple argent. La haute société en a fait un spectacle. Alexander retourna à ses bandages, mais quelque chose avait changé dans l'air autour de lui, quelques pressentiments de complications. Il pensa à son propre passé, à Eleanor, sa sœur cadette, morte depuis 3 ans, qui avait été compromise par un homme de cette trempe, rejetée par la société, poussée au désespoir et finalement jusqu'au pont d'où elle s'était jetée dans la Tamise par une nuit de novembre alors qu'il était à l'étranger, ignorant, incapable de la protéger comme un frère aîné aurait dû le faire. Il avait appris alors que le monde élégant du ton dissimulait la pourriture sous sa surface étincelante, que l'honneur était un mot souvent prononcé et rarement pratiqué, et que les femmes étaient les victimes perpétuelles d'un système conçu par les hommes pour le bénéfice des hommes. Il était revenu en Angleterre changé, plus dur, et s'était mis au pugilat non seulement pour le sport, mais comme une forme de pénitence, une façon de punir le corps qui n'avait pas été présent au moment le plus crucial. « Vous allez gagner ?» dit Hartley, plus une affirmation qu'une question. Alexander fléchit ses mains bandées, sentit la préparation familière s'installer dans ses muscles, la clarté froide qui précédait le combat. « Oui, » dit-il simplement, « je vais gagner. » Le salon d'après-midi de Lady Margaret Sinclair occupait le premier étage de sa résidence de Mayfair, une série de pièces communicantes décorées dans des tons crème et or,
où la lumière tombait doucement à travers des rideaux de gaz et où l'air portait le parfum des roses de serre, et c'est là que Béatrice se retrouva 3 jours après cette nuit catastrophique chez White's, se déplaçant parmi les invités avec un sang-froid qui lui coûtait chaque once de force qu'elle possédait. Le rassemblement habituel de femmes remplissait l'espace de leur soie bruissante et de leur conversation prudente. Matrone et débutante, et celle qui, comme Béatrice elle-même, occupait ce territoire incertain entre la jeunesse et le statut de vieille fille confirmée, et elle était venue parce que Lady Margaret avait envoyé une invitation insistante, et parce que restée seule dans les petites pièces louées qu'elle partageait avec George, l'aurait conduite à la folie avec le poids de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait accepté de devenir. Elle accepta un thé d'un domestique et se plaça près des fenêtres, d'où elle pourrait observer sans participer pleinement, mais son attention fut immédiatement captée par une conversation qui se déroulait près du pianoforte, où 3 jeunes femmes s'étaient regroupées, avec l'énergie particulière de celles qui partagent un scandale délicieux. « Le duc de Westmont », disait l'une d'elles, d'un ton calculé pour porter juste assez loin. On dit qu'il s'entraîne comme un simple boxeur professionnel, qu'il a réellement ensanglanté ses mains sur le ring. Une autre répondit avec un choc étudié. Mon frère a assisté à l'un de ces matchs et a dit que le duc fait preuve d'une sauvagerie tout à fait contraire à son rang, qu'il se bat comme s'il était poursuivi par des démons. La troisième se pencha, l'expression avide. Lord Havisham a tenté de l'engager dans une conversation au bal des Rothschild la saison dernière, et a reçu un accueil si glacial qu'il a juré de ne plus jamais approcher l'homme. On dit que le duc n'a aucun intérêt pour la société, pour le mariage, pour rien en dehors de son sport brutal. Béatrice sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine en écoutant, comprenant à chaque mot l'impossibilité de ce qui l'attendait. C'était l'homme de la défaite duquel dépendait tout son avenir, un homme décrit sur des tons de crainte et d'admiration, invaincu, insociable, dévoué à la violence avec une intensité qui effrayait même ses pairs. Elle posa sa tasse de thé d'une main qui ne tremblait que légèrement et vit Lady Margaret l'observer de l'autre côté de la pièce, avec une expression d'inquiétude qui menaçait de ruiner ce qui lui restait de sang-froid. En quelques instants, la femme plus âgée avait traversé la pièce, lui avait pris le bras avec une douce fermeté et l'avait dirigé vers un petit boudoir qui donnait sur le salon principal. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic qui parut incroyablement fort dans le silence soudain, et Lady Margaret se tourna pour lui faire face avec des yeux qui la connaissaient depuis l'enfance, qui avaient observé le déclin de sa famille avec sympathie, mais sans le pouvoir de l'empêcher. « Ma chère, que s'est-il passé ?» dit Lady Margaret. Ce n'était pas une question. Sa voix basse et urgente. On dirait que vous n'avez pas dormi depuis des jours. Et ainsi Béatrice, parce qu'elle ne pouvait plus supporter le poids seule, parce que Lady Margaret était peut-être la seule personne à Londres qui pourrait l'aider sans la juger, lui raconta tout, les mots se déversant dans un flot qui la laissa essoufflée et tremblante. La dette de jeu et Carstairs, et le terrible pari et le match de boxe, qui n'était plus qu'à 7 jours. Lady Margaret écouta dans un silence qui s'approfondissait à chaque révélation, son visage devenant pâle, une main se levant pour se presser contre sa gorge, et quand Béatrice se tut enfin, la femme plus âgée resta immobile un long moment avant de parler. « Nous devons approcher le duc directement, » dit-elle, sa voix ferme malgré le choc évident dans son expression. L'adresse fournie par Lady Margaret conduisit Béatrice à travers des rues où elle ne se serait normalement pas aventurée seule, des quartiers où le commerce et le travail l'emportaient sur l'élégance, où les bâtiments s'accroupissaient bas et pratiques contre le ciel gris du matin. Et elle serra plus fort sa cape autour d'elle en approchant de l'ancienne remise à calèche derrière la résidence du duc, sentant son cœur battre contre ses côtes avec une force qui rivalisait avec les sons qui en émergeaient, des sons de choc et d'effort et de voix d'hommes
criant des encouragements ou des instructions. Elle avait laissé Lady Margaret attendre dans la voiture à 2 rues de là, insistant pour faire cette démarche seule, sachant que sa cause était assez désespérée sans paraître avoir besoin d'un chaperon pour ce qui était déjà une course scandaleuse. Et maintenant, debout devant l'entrée latérale, elle sentit tout le poids de ce qu'elle tentait, l'audace d'une femme entrant dans un espace dédié à la violence et à la compétition masculine. La porte s'ouvrit à son cou timide et un jeune homme en manche de chemise la regarda avec un choc non dissimulé, avant qu'elle ne demande d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait si elle pouvait observer l'entraînement. Et quelque chose dans son maintien dut le convaincre, car il s'écarta avec une réticence évidente et lui fit signe d'entrer dans l'intérieur sombre. L'espace s'ouvrit devant elle comme une vision d'une arène antique, tout en bois brut et poutres apparentes, et la lumière tombant en rayons poussiéreux à travers de hautes fenêtres. Et l'odeur la frappa immédiatement, cuir et sueur, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle reconnut comme l'odeur de corps poussés à leur limite. Peut-être une douzaine d'hommes occupaient l'espace, certains travaillant sur de lourds sacs suspendus à des chaînes, d'autres engagés dans des exercices de lutte ou de jeu de jambes. Mais son attention se fixa immédiatement sur la plateforme surélevée au centre, où 2 hommes se tournaient autour avec une intensité prudente. Et avant même de reconnaître le duc de Westmont, elle sentit l'autorité de sa présence, la façon dont les autres hommes suivaient ses mouvements avec un respect confinant à la vénération. Il ne portait qu'un pantalon de toile et une fine chemise assombrie par la transpiration, les mains bandées de bandes de tissu, et tandis qu'elle le regardait, il se déplaçait avec une précision et une puissance qui lui coupèrent le souffle, chaque coup contrôlé mais dévastateur, chaque mouvement défensif économique et sûr. Son adversaire, un homme plus grand bâti comme un pugiliste professionnel, ne semblait pas pouvoir pénétrer sa garde, et Béatrice se trouva à la fois fascinée et horrifiée par la violence désinvolte, la façon dont la chair rencontrait la chair avec des bruits qui la firent tressaillir. C'était l'homme de qui dépendait tout son avenir, et en le regardant démanteler son adversaire avec une efficacité méthodique, elle sentit son dernier espoir fragile s'effondrer, car il n'y avait simplement aucune possibilité qu'un tel homme puisse perdre, aucune chance qu'il trébuche ou échoue quand chaque mouvement parlait d'une maîtrise absolue. Le combat se termina avec le duc assénant une combinaison de coups qui envoya son adversaire tituber, et tandis que les autres hommes criaient leur appréciation, elle resta figée près du mur, soudainement consciente de combien elle n'avait pas sa place dans cet espace, combien elle avait complètement dépassé les limites du comportement féminin acceptable. Et puis le duc se tourna, ses yeux pâles, balayant la pièce d'un regard d'évaluateur, et son regard la trouva à travers l'espace bondé, la retint avec une intensité qui la fit se sentir mise à nu bien qu'entièrement vêtue, et pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, pris dans cette première reconnaissance électrique, le moment où 2 âmes se perçoivent à travers la distance qui sépare tous les êtres humains et savent, sans comprendre comment ni pourquoi, que leurs destins viennent de s'entremêler irrévocablement. Alexander Pembroke traversa le sol de la salle d'entraînement avec la même économie de mouvement qu'il mettait en toutes choses, respirant encore difficilement après l'effort, mais son expression ne trahissant rien, et Béatrice sentit sa gorge se serrer à son approche, alors que l'espace entre eux diminuait et qu'elle pouvait voir les détails que la distance avait obscurcis, le gris pâle de ses yeux comme une lumière d'Yves. La fine cicatrice qui traçait son sourcil gauche, la façon dont la transpiration assombrissait ses cheveux aux tempes et faisait coller le lin de sa chemise au plan dur de sa poitrine et de ses épaules. Il s'arrêta à une distance appropriée, bien qu'elle ne pût deviner ce qui était approprié en de telles circonstances, et son regard la parcourut avec une évaluation qui semblait physique, notant sa robe modeste et sa posture soignée, et la façon dont ses mains serraient entre sa réticule comme si elle pouvait l'ancrer à la bienséance. « Madame, dit-il,
sa voix basse et portant la légère rudesse de l'effort récent. C'est un endroit inhabituel pour trouver une femme de qualité. Elle leva le menton, refusant d'être intimidée, malgré la chaleur qui montait à ses joues, et rencontra ses yeux avec tout le courage qu'elle put rassembler. « Votre grâce, je dois vous prier de m'accorder un moment de votre temps pour une affaire de la plus haute urgence et délicatesse. » Quelque chose vacilla dans son expression, de la curiosité peut-être, ou de l'agacement, mais il fit un geste vers une porte à l'autre bout de la salle, et elle le suivit, parfaitement consciente des yeux qui suivaient leur progression, de la spéculation qui suivrait sans aucun doute sa présence ici. La pièce où il la conduisit était petite et dépouillée, ne contenant qu'un banc et des crochets pour les vêtements, et quand il ferma la porte, les bruits de l'entraînement devinrent étouffés, créant une intimité qui fit accélérer son pouls. « Parlez, dit-il, pas méchamment, mais sans chaleur particulière, et elle se força à commencer, exposant les faits de sa situation avec autant de dignité qu'elle pouvait en préserver. La dette de son frère, le pari de Carstairs, les termes qui feraient d'elle la maîtresse de cet homme si le duc gagnait son match prévu. Elle ne supplia pas, ne s'humilierait pas ni ne l'humilierait avec des larmes ou des plaidoyers, mais présenta simplement la vérité et observa son visage à la recherche de tout signe d'adoucissement. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment, son expression illisible, puis il dit avec une finalité qui la frappa comme un coup. « Je ne truque pas les combats, Miss Thornhill. Quelles que soient vos circonstances, je ne peux compromettre mon honneur ni l'intégrité du sport pour quelque raison que ce soit. » Elle s'y attendait, avait su même en venant ici que ce serait sa réponse, mais entendre les mots prononcés à haute voix apporta un poids écrasant de désespoir qui faillit faire plier ses genoux, et elle hocha la tête une fois, prudemment, craignant qu'un mouvement plus ample ne brise le sang-froid qu'elle maintenait à peine. « Bien sûr, votre grâce. Je m'excuse pour l'intrusion. » Elle se tourna vers la porte, chaque pas exigeant un effort conscient, et sa main venait d'atteindre la poignée quand sa voix l'arrêta. « Pourquoi feriez-vous un tel pari? » La question resta en suspens entre eux, et elle se retourna lentement, le trouvant en train de l'observer avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Parce que je n'avais pas d'autre choix, » dit-elle simplement, et dans sa voix se trouvait toute la lassitude d'années passées à naviguer dans un monde qui n'offrait aux femmes comme elle aucun vrai choix. Seulement l'illusion de l'autonomie dans un système conçu pour les contraindre à chaque tournant. Le silence s'étira entre eux, alourdi par l'énormité de son aveu, et Alexander se surprit à l'étudier avec une nouvelle attention, voyant au-delà du sang-froid soigner la fatigue qui ombrait ses yeux, la tension qui tenait sa colonne vertébrale trop droite, et quand il désigna le banc, elle n'hésita qu'un instant avant de s'y laisser tomber avec un soulagement qui parlait de fardeau porté trop longtemps sans répit. « Racontez-moi, » dit-il, son ton plus doux maintenant, et elle leva son regard vers lui avec une franchise à laquelle il ne s'attendait pas. Un refus de se cacher derrière les arts féminins de la déviation ou de l'appel à la pitié. « Mon père est mort il y a 2 ans, » commença-t-elle. Sa voix ferme bien qu'il pût entendre l'effort requis pour la maintenir. « Nous nous croyions en sécurité. Une fortune modeste mais suffisante pour que George fasse son chemin et pour que je vive respectablement. Mais après les funérailles, lorsque son homme d'affaires termina la comptabilité, nous découvrîmes que mon père payait des dettes depuis des années, des obligations contractées dans sa jeunesse qu'il n'avait jamais mentionnées à personne, et ce que nous pensions être la sécurité s'avéra n'être rien de plus qu'une illusion soigneusement entretenue. Le domaine était hypothéqué, les investissements avaient été vendus des années auparavant, et il ne nous restait que la maison de Londres et un revenu trimestriel à peine suffisant pour maintenir les apparences. Elle fit une pause, ses mains se tordant sur ses genoux avant de les immobiliser consciemment. « Georges n'est pas un homme mauvais, votre grâce, simplement un homme faible, et il est tombé dans la compagnie d'hommes qui encourageaient ses pires instincts, des hommes qui ont vu son désespoir
et l'ont exploité avec des promesses de fortune faciles par les cartes et les dés. J'ai essayé de le conseiller, de gérer le peu que nous avions, mais je ne suis que sa sœur, et il n'a pas voulu entendre la sagesse d'une femme quand Lord Carstairs et d'autres lui murmuraient à l'oreille que sa chance tournerait, que la prochaine main rétablirait tout. Alexander sentit une colère familière s'agiter. La rage qu'il portait pour un système qui créait de telles vulnérabilités et les prédateurs qui s'en nourrissaient. But. Et le pari? L'incita-t-il. Elle rencontra ses yeux sans ciller. Quand je suis arrivé au club hier soir, George avait déjà perdu la maison, notre dernier bien, et Carstairs a proposé le pari presque après coup, comme une plaisanterie entre gentlemen. Croyais-je, si vous perdiez, la dette serait pardonnée. Si vous gagniez, je serais à lui. J'ai accepté parce que je pensais que je pourrais négocier avec Carstairs en privé, faire appel à l'honneur qu'il pouvait posséder. Mais quand je me suis renseigné ce matin, j'ai appris la nature de l'homme avec qui j'avais marchandé, qu'il collectionne les femmes comme d'autres collectionnent l'art, les utilise et les jette, et qu'il n'y aurait aucune négociation, aucun appel à la pitié. Alexander sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une fissure dans l'armure qu'il maintenait contre la douleur du monde. « Que feriez-vous » demanda-t-il doucement. « Si je refuse et que Carstairs réclame son prix. » Elle le regarda un long moment, et dans son visage il vit une résignation qui le perça plus profondément que n'importe quel coup qu'il avait reçu sur le ring. « Je l'endurerai. »« Votre grâce, » dit-elle simplement, « je trouverai un moyen de survivre, comme les femmes l'ont toujours fait quand le monde ne leur laisse pas d'autre choix. J'endurerai jusqu'à ce que je ne le puisse plus, et alors je suppose que je suivrai le chemin qui me resterait. » La réponse l'affecta profondément, non pas à cause d'un appel à ses émotions, mais à cause de son honnêteté absolue, la reconnaissance dans ses mots d'une vérité qu'il avait passé des années à essayer d'ignorer, que pour chaque homme comme lui qui pouvait se battre pour son autonomie, il y avait d'innombrables femmes qui ne possédaient pas une telle option, dont la dignité et la volonté ne signifiaient rien contre la cruauté désinvolte des hommes de pouvoir. Après le départ de Béatrice, Alexander resta dans la petite salle d'entraînement plus longtemps que prévu, fixant la porte par laquelle elle était passée, et se trouvant incapable de rejeter sa situation avec le pragmatisme froid qu'il avait cultivé au fil des ans en gérant sa position et en se protégeant des exigences sans fin de ceux qui exploiteraient son rang ou sa richesse. Il retourna sur le sol de l'entraînement et termina ses exercices prévus avec une précision mécanique, mais son esprit tournait sans cesse autour de ces mots, de la dignité tranquille avec laquelle elle avait présenté ces circonstances impossibles, de la résignation dans sa voix lorsqu'elle parlait d'endurance, et il se sentit saisi par une colère qui grandissait à chaque répétition du souvenir, une fureur non pas contre elle, mais contre tout l'édifice corrompu d'une société qui pouvait réduire une femme d'une intelligence et d'un caractère évident à rien de plus qu'un pari entre des hommes dissolus. Ce soir-là, dans son bureau, il fit venir son homme d'affaires et se renseigna sur Lord Carstairs, et ce qu'il apprit au cours des 24 heures suivantes transforma sa colère en quelque chose de plus froid et de plus implacable. Carstairs était connu dans un certain cercle pour sa collection de maîtresses, des femmes qu'il acquérait par des dettes et des paris, et qu'il jetait lorsque leur nouveauté s'estompait, les laissant ruinés et sans recours. Et il y avait des murmures de cruauté, de femmes qui avaient disparu dans la campagne portant des marques de violence, et Alexander sentit un dégoût viscéral lui monter à la gorge en contemplant Béatrice sous le pouvoir d'un tel homme. Il pensa à sa sœur Catherine, morte depuis 5 ans maintenant, qui avait été compromise par un vicomte qui avait promis le mariage et offert l'abandon, et comment elle avait supporté l'exil social et la honte familiale jusqu'à ce que le poids en devienne insupportable et qu'elle se soit avancée dans le lac de leur domaine de campagne un matin d'automne pour ne pas en revenir. Il avait 23 ans, alors,
venant d'hériter de son titre après la mort soudaine de son père, et il avait été impuissant à la protéger des commérages et des portes fermées et de la lente suffocation d'un monde qui punissait les femmes pour les péchés des hommes. Il avait enfoui son chagrin dans la discipline du pugilat, dans la clarté du combat physique où la force et l'habileté comptaient plus que le rang ou la réputation, mais la rage ne l'avait jamais vraiment quitté, trouvant seulement de nouveaux canaux, et maintenant, assis seul dans son bureau avec les rapports des déprédations de Carstairs étalés devant lui, il sentit cette vieille fureur s'embraser en quelque chose de déterminé. Le code selon lequel il vivait exigeait l'intégrité en toutes choses, exigeait qu'il ne compromette pas le sport qu'il aimait, ni son propre honneur pour quelque considération que ce soit, mais en pesant ce principe contre la certitude de la destruction de Béatrice, en se souvenant de la fatigue dans ses yeux et de la manière tranquille dont elle avait parlé d'endurance, il se surprit à se demander si un honneur qui se détournait d'une telle souffrance était vraiment honorable, ou simplement une autre forme de l'égoïsme qui permettait à des hommes comme Carstairs de prospérer sans contrôle. À l'aube, il avait pris sa décision. Une décision qui le surprit par sa clarté une fois qu'il s'autorisa à l'envisager, et il rédigea un bref message à livrer à Miss Beatrice Thornhill à la résidence de Lady Margaret St. Clair, déclarant simplement qu'il reconsidérerait sa demande et l'invitant à lui rendre visite l'après-midi suivant pour discuter de termes qui pourraient s'avérer mutuellement satisfaisants. Béatrice reçut le message le lendemain matin, alors qu'elle prenait le thé avec Lady Margaret, et ses mains tremblèrent légèrement en brisant le seau et en lisant les quelques lignes, son cœur oscillant entre l'espoir et la crainte à la perspective de revoir le duc, et Lady Margaret observa son visage, avec une attention vive, avant de demander quelles nouvelles étaient arrivées, et si elles apportaient du réconfort ou de nouvelles complications. « Il va me recevoir », dit doucement Béatrice, sa voix à peine stable. « Il dit qu'il va reconsidérer, que nous pourrions discuter de termes qui s'avéreraient mutuellement satisfaisants. Bien que je ne puisse imaginer quel terme pourrait exister qui inciterait un homme de sa réputation à truquer un combat et à compromettre tout ce qu'il représente dans le sport qu'il prise clairement par-dessus tout. » Lady Margaret tendit la main pour lui serrer la sienne, avec un encouragement que Béatrice aurait souhaité pouvoir ressentir, et les heures jusqu'au rendez-vous fixé passèrent avec une lenteur exquise, chaque minute alourdie de spéculation et de crainte sur ce que le duc pourrait exiger en échange de son intervention. Lorsqu'elle arriva à sa résidence cet après-midi-là, on la fit entrer dans un bureau privé tapissé de livres et meublé avec une élégance austère, et Alexander se leva de derrière un bureau massif à son entrée. Son expression illisible alors qu'il lui faisait signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui, la formalité du cadre ne faisant rien pour apaiser la tension qui vibrait dans son corps. « Miss Thornhill, commença-t-il sans préambule, j'ai examiné votre situation attentivement et me suis renseigné sur Lord Carstairs, ce qui confirme mon évaluation initiale de son caractère, et je trouve que je ne peux en bonne conscience lui permettre de réclamer son prix, quel que soit le coût pour ma propre réputation dans le monde du sport. » Béatrice sentit un soulagement l'inonder si intensément qu'elle craignit de pleurer, mais elle se tint immobile tandis qu'il continuait, son regard fixe et pénétrant. « Cependant, je n'agis pas par pure carité, et il y a des termes sur lesquels je dois insister si je dois entreprendre cette action. » Elle avait su que ce moment viendrait, le moment de vérité où elle apprendrait le véritable prix de son salut, et elle se prépara à des exigences qui ne différeraient de celles de Carstairs que par le vernis d'honneur qui pourrait adoucir leurs contours, mais ne changerait pas leur nature essentielle. Elle hocha la tête une fois, la voix l'abandonnant, et regarda quelque chose changer dans son expression, une douceur entrant dans ses yeux qui la surprit. « Je perdrai le combat intentionnellement, dit-il, et ce faisant, j'annulerai la créance de Carstairs sur vous, mais en échange, vous accepterez de passer 1 mois dans ma maisonnée sous ma protection, résidant ici comme mon invité et ma compagne. » Les mots restèrent en suspens entre eux,
et Béatrice sentit son souffle se couper en essayant d'analyser leur signification, de comprendre ce que Compagne pouvait impliquer et quelle protection, le cas échéant, elle pourrait réclamer dans cet arrangement. Son visage dut trahir ses pensées, car Alexander se pencha légèrement en avant, son expression sincère d'une manière qui semblait en contradiction avec son contrôle austère habituel. « Je vois que vous anticipez des exigences similaires à celles que Carstairs aurait faites, » dit-il doucement, « et je ne peux vous en vouloir pour cette supposition étant donné le monde dans lequel nous vivons, mais je vous assure que mes termes sont différents en substance et pas seulement en présentation. Vous aurez vos propres chambres, votre propre espace, et je ne ferai aucune demande physique sur vous. Ce que je demande, c'est votre compagnie, votre conversation, votre honnêteté dans le discours. À la fin du mois, vous serez libre de partir si vous le souhaitez, et je vous fournirai des fonds suffisants pour vous établir indépendamment. Si vous souhaitez rester, nous négocierons les arrangements supplémentaires qui nous sembleront appropriés à tous les deux. » Béatrice le fixa, cherchant dans son visage la tromperie ou une intention cachée, et ne trouvant qu'une vulnérabilité particulière dans son regard, comme si lui aussi prenait un risque dont l'issue restait incertaine. Et après un long moment, elle s'entendit dire « J'accepte vos termes, votre grâce, bien que j'avoue ne pas les comprendre pleinement, ni pourquoi vous offririez des conditions aussi généreuses alors que vous pourriez exiger bien plus et que je n'aurais aucun pouvoir de refuser. » Alexander sourit alors, une petite expression qui transforma ses traits sévères en quelque chose de presque doux, et il répondit « C'est peut-être précisément pour cela que je les offre, Miss Thornhill, parce que vous n'auriez aucun pouvoir de refuser, et je trouve que je n'ai aucun goût pour les arrangements fondés sur le désespoir plutôt que sur le choix. Et en cela au moins, nous pourrions tous deux trouver quelque chose de plus honorable que la corruption qui nous entoure. » La nuit du match de boxe arriva avec le poids de l'inévitabilité, et Béatrice se retrouva assise dans la galerie privée du domaine de campagne de Lord Ashworth où le combat devait avoir lieu, la vaste pièce transformée en un temple de l'indulgence masculine avec des cordes marquant le carré de combat au centre et des rangées de chaises disposées en gradins ascendants pour offrir à chaque spectateur une vue claire de la violence à venir. L'air était épais de fumée de tabac et de parfums coûteux, de l'odeur âcre de l'eau-de-vie et du musc de trop de corps pressés les uns contre les autres dans l'attente d'un sport sanglant. Et partout où elle regardait, Béatrice voyait des visages rougis par la boisson et l'excitation, des hommes pariant des sommes énormes avec des gestes désinvoltes, leur voix s'élevant en spéculation sur l'issue et en vantardise sur leurs propres prédictions. Lord Carstairs était assis à côté d'elle avec une confiance possessive, sa main frôlant occasionnellement son bras dans une présomption de propriété qui lui donnait la chair de poule, et il parlait fort à ses compagnons de la certitude de la victoire du duc et du prix qu'il réclamerait ensuite, ces paroles assez grossières, pour que Béatrice sente la chaleur lui monter aux joues, bien qu'elle gardât son regard fixé droit devant et son expression soigneusement neutre. Le bruit de la foule enfla jusqu'à devenir un rugissement quand Alexander entra par une porte latérale, torse nu avec les mains bandées de la manière traditionnelle, son corps une sculpture de puissance contrôlée qui attira les cris d'appréciation de l'assemblée, et Béatrice sentit son souffle se couper à sa vue, à la grâce dangereuse avec laquelle il se déplaçait, et à la concentration absolue évidente dans chaque ligne de sa silhouette. Il entra dans le carré de corde et commença ses mouvements préparatoires, les étirements amples et les coups d'entraînement que les combattants employaient pour préparer leur corps au combat. Puis, comme attiré par un fil invisible, son regard balaya la galerie jusqu'à la trouver parmi la foule, et pendant un seul instant suspendu, leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, la fumée et le bruit. Dans ce regard, Béatrice vit une reconnaissance, un réconfort et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait tout à fait nommer, une intensité de dessein qui calma les battements sauvages de son cœur, et elle réussit le plus petit
des hochements de tête en retour avant que Carstairs ne réclame son attention, avec une remarque grossière qu'elle entendit à peine par-dessus le tonnerre du sang dans ses oreilles. Le combattant adverse entra alors. Un homme de corpulence similaire à Alexander, mais plus grossier de traits et de mouvements, et l'excitation de la foule atteignit son paroxysme lorsque l'arbitre appela les deux hommes au centre et récita les règles qui régiraient le concours. Au signal, ils commencèrent à se tourner autour avec l'évaluation prudente de prédateurs, et Béatrice regarda le visage d'Alexander se transformer en un masque de concentration alors qu'il s'engageait dans la danse de feinte et de contre-attaque qui marquait le début de tout combat sérieux, mais elle seule, peut-être dans toute cette assemblée, savait que derrière ce masque, il calculait quelque chose de bien plus complexe que la simple victoire, pesant chaque mouvement contre le but plus large qu'ils avaient convenu. Luttant entre l'instinct et l'entraînement qui exigeaient qu'il se batte avec chaque once de sa compétence considérable, et la décision qui exigeait qu'il orchestre sa propre défaite de manière assez convaincante pour satisfaire la foule, mais assez délibérément pour atteindre leur objectif commun. Les 6 premiers rounds passèrent dans un flou de violence contrôlée, avec Alexander encaissant plus de coups que Béatrice ne s'y attendait, absorbant des coups qui la firent tressaillir de douleur sympathique, tandis que la foule rugissait son approbation face à la nature étonnamment compétitive du combat, et elle pouvait voir le calcul dans chaque mouvement qu'il faisait, la façon dont il laissait des ouvertures qui n'auraient pas dû exister et ne parvenait pas à exploiter des avantages que sa compétence aurait dû lui permettre de saisir, et pourtant, il le faisait si habilement que personne d'autre qu'elle ne semblait remarquer la nature délibérée de son désavantage. Puis, au 7e round, son adversaire asséna un lourd coup à la mâchoire d'Alexander qui fit basculer sa tête en arrière, avec une force brutale, et Béatrice regarda avec horreur ses genoux fléchir et le vit s'effondrer sur la toile, avec un impact retentissant qui fit taire la foule pendant un battement de cœur suspendu avant que le pandémonium n'éclate autour d'elle. Carstairs bondit sur ses pieds avec un cri de triomphe qui la transperça comme une lame, sa main se refermant sur son bras avec une cruauté possessive, tandis qu'il se vantait de sa victoire et du prix qu'il avait gagné. Et Béatrice sentit le monde se rétrécir à un seul point de désespoir en regardant Alexander jaisir immobile dans le carré de corde, se demandant s'il s'était vraiment sacrifié pour elle, ou si le coup avait été plus dur que prévu et avait causé un réel dommage au-delà de la chute théâtrale qu'ils avaient planifiée. Mais alors Alexander bougea, se redressant sur ses mains avec un effort visible, et l'arbitre commença le compte d'une voix qui semblait venir de très loin. Et au compte de 8, Alexander se releva avec un filet de sang au coin de la bouche et les yeux flamboyants de quelque chose qui ressemblait moins à la défaite qu'à une détermination absolue. L'arbitre le vérifia et déclara le combat terminé, la victoire attribuée à son adversaire. Et le bruit de la foule monta à des niveaux assourdissants, tandis que l'argent changeait de mains et que les hommes criaient leur incrédulité face à cette surprise. Mais Alexander leva une main pour demander le silence avec une autorité si impérieuse que même dans sa défaite apparente, il dominait la pièce, et peu à peu, l'assemblée se calma suffisamment pour que sa voix porte à travers l'espace. « Lord Carstairs, dit-il avec une clarté parfaite, vous avez été témoin de ma défaite, et selon les termes de votre pari, la dette de George Thornhill est par la présente satisfaite. Mais je réclame maintenant un pari de ma propre initiative, convenu avec Miss Beatrice Thornhill elle-même, qui la place sous ma protection pour une période d'1 mois à compter de cette nuit même. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Envoyant des ondes de choc et de spéculation à travers la foule rassemblée, et Béatrice sentit la main de Carstairs se resserrer douloureusement sur son bras, alors que la fureur déformait ses traits. Mais avant qu'il ne puisse parler, Alexander continua avec de la glace dans la voix. « Tout homme qui conteste ma revendication conteste mon honneur et en répondra en conséquence.
et je suis certain qu'il y a suffisamment de témoins ici pour attester que Miss Thornhill est venue à ce rassemblement sous la contrainte et le quitte maintenant de son plein gré sous ma protection. » Il la regarda alors directement à travers la foule et le chaos, et Béatrice se retrouva debout sur des jambes tremblantes et marchant vers le carré de corde comme tirée par des fils invisibles. Consciente de chaque regard sur elle et de chaque spéculation chuchotée, mais ne se souciant de rien de tout cela, et quand elle l'atteignit, Alexander lui tendit la main pour l'aider à passer entre les cordes avec une douceur qui démentait son état meurtri, et elle la prit, ressentant à la fois un soulagement profond et une terreur absolue face à ce qu'ils venaient de déclencher ensemble. Le trajet en voiture jusqu'à la résidence londonienne d'Alexander passa dans un flou de sensations pour Béatrice. Le mouvement de balancement et le son étouffé des sabots sur les pavés semblant venir de très loin, alors qu'elle était assise en face du duc avec une épaisse couverture que quelqu'un avait drapée sur ses épaules, essayant de comprendre l'énormité de ce qui venait de se produire. Qu'elle avait tourné le dos à Carstairs et était entrée sous la protection d'Alexander devant une assemblée de témoins qui porteraient l'histoire à travers Londres dès le matin, et lorsque la voiture s'arrêta enfin devant une grande demeure de Mayfair avec sa façade de pierre blanche brillant sous la lumière des lampes, elle sentit un frisson de pure terreur à l'idée de ce dans quoi elle entrait. Alexander l'aida à descendre avec une courtoisie attentive malgré sa fatigue évidente et les ecchymoses qui assombrissaient déjà sa mâchoire, et une petite armée de domestiques apparut à l'entrée avec des expressions de neutralité professionnelle qui ne dissimulaient pas tout à fait leur surprise de voir leur maître rentrer à la maison avec une femme à son bras après avoir perdu un match de boxe public. Le majordome, un homme austère d'environ 60 ans aux cheveux d'argent et au port impeccable, ne laissa paraître qu'un bref élargissement des yeux avant de s'incliner et de les accueillir tous les deux à l'intérieur. Et Béatrice se retrouva debout dans un hall d'entrée d'une telle magnificence qu'elle ressentit à nouveau sa pauvreté, avec des sols en marbre et des plafonds hauts et un lustre massif qui projetait une lumière chaude sur des meubles valant plus que ce que sa famille avait possédé même dans ses meilleurs jours. Alexander parla brièvement à son personnel à voix basse, donnant des instructions que Béatrice ne pouvait pas tout à fait entendre, puis il se tourna vers elle avec une formalité qui semblait presque absurde après l'intimité de ce qu'ils avaient enduré ensemble, et dit que Madame Carson, la gouvernante, lui montrerait ses appartements et qu'elle devrait se reposer et se rafraîchir et qu'ils parleraient plus longuement le matin, une fois qu'ils seraient tous deux remis des événements de la soirée. La gouvernante se matérialisa comme si elle avait été convoquée par la pensée seule, une femme d'âge mûr au visage aimable et aux yeux perspicaces qui fit la révérence à Béatrice, avec un respect qui semblait à la fois immérité et désespérément bienvenu. Puis Béatrice fut conduite en haut d'un escalier majestueux jusqu'au 2e étage, et le long d'un couloir orné de portraits d'ancêtres Pembroke qui la dévisageaient avec une hauteur aristocratique, cette intruse dans leur domaine. La suite de chambre dans laquelle Madame Carson la fit entrer coupa le souffle à Béatrice par leur taille et leur élégance. Un salon décoré dans des tons de crème et d'or menant à une chambre à coucher avec un énorme lit à baldaquin et des fenêtres donnant sur le jardin sombre en contrebas, et la gouvernante expliqua d'un ton doux que de l'eau chaude serait apportée immédiatement et que des vêtements avaient été préparés, bien que des retouches seraient nécessaires, et que Béatrice n'avait qu'à sonner si elle avait besoin de quoi que ce soit, la traitant non pas comme la femme déchue que la société la nommerait, mais comme une invitée d'honneur dont le confort importait. Après le départ de la femme, Béatrice resta seule au centre de la belle pièce et sentit tout le poids de sa transformation, de femme désespérée pariée comme un bien à résidente dans une demeure ducale, en sécurité pour le moment, mais profondément incertaine de ce que le mois à venir exigerait d'elle, et si la promesse de retenue d'Alexander tiendrait face à la réalité de la proximité et de son pouvoir absolu sur sa situation.
Le premier matin où Béatrice se réveilla dans la demeure d'Alexander, elle resta désorientée dans l'immense lit, entourée d'un luxe inconnu, les draps de soie frais contre sa peau et la lumière filtrant à travers des rideaux bien plus fins que tout ce qu'elle avait connu, et pendant plusieurs instants, elle ne put se souvenir comment elle était arrivée en ce lieu avant que la mémoire ne revienne en un flot qui apporta à la fois soulagement et anxiété renouvelée quant au mois à venir et à ce qu'il exigerait d'elle. Une femme de chambre apparut avec de l'eau chaude et des vêtements disposés avec une attention soignée, traitant Béatrice avec une déférence qui semblait étrange et imméritée. Et lorsqu'elle descendit dans la salle du petit déjeuner, elle la trouva vide, à l'exception d'une note à l'écriture audacieuse. L'informant qu'Alexander s'était levé tôt pour son entraînement et qu'elle devait faire comme chez elle, et qu'il espérait qu'elle se joindrait à lui pour le dîner ce soir-là à 7 heures. La journée s'étira devant elle, avec une vacuité particulière, et elle explora les pièces de réception d'un pas prudent, examinant les belles peintures et les étagères bien garnies, tandis que les domestiques se déplaçaient efficacement pour leurs tâches et hochaient respectueusement la tête en la croisant, et elle se demanda quelles instructions Alexander leur avait données concernant sa présence et s'il la jugeait aussi sévèrement que la société le ferait sûrement. L'après-midi, elle découvrit la bibliothèque, une pièce magnifique tapissée de livres du sol au plafond qui lui coupa le souffle de désir, et elle se tenait devant une étagère de poésie lorsque Madame Carson la trouva et mentionna doucement que sa grâce avait expressément dit que Miss Thornhill devait se sentir libre de lire tout ce qu'elle souhaitait, et Béatrice choisit un volume avec des mains tremblantes et passa les heures restantes perdues dans des vers auxquels elle n'avait pas eu accès depuis des années. Le soir venu, elle s'habilla avec soin dans l'une des robes qui avait été fournie, une création simple mais élégante d'un bleu profond qui lui allait raisonnablement bien, et descendit pour trouver Alexander qui l'attendait dans une petite salle à manger bien plus intime que le grand espace formel qu'elle l'avait entrevu plus tôt, et il se leva à son entrée, les traces visibles de son combat marquant encore son visage, mais son attitude composée et courtoise. Leur conversation commença avec une formalité prudente, tandis que les domestiques apportaient plat après plat de nourriture magnifiquement préparée, discutant de sujets neutres comme le temps et la qualité de la saison. Mais peu à peu, au fur et à mesure que le repas avançait, Alexander lui demanda son avis sur un livre qu'il lisait, et Béatrice se surprit à répondre avec un enthousiasme sincère. Son esprit éduqué, libéré de la nécessité de feindre l'ignorance que la société exigeait habituellement des femmes. Il écouta avec un intérêt apparent, alors qu'elle discutait de philosophie et de littérature, posant des questions qui révélaient sa propre érudition considérable, et elle réalisa avec surprise qu'il voulait vraiment entendre ses pensées plutôt que de simplement tolérer sa présence. Et la conversation s'approfondit en un véritable échange d'idées, qui fit passer les heures sans qu'ils s'en aperçoivent, jusqu'à ce que l'horloge sonne 10 heures, et qu'Alexander remarque avec ce qui semblait être de la réticence qu'elle devait être fatiguée de l'épreuve de la veille. Alors que Béatrice se retirait dans ses appartements cette nuit-là, elle sentit le premier petit relâchement de l'anxiété tendue qui l'avait saisie depuis le pari initial. Pas tout à fait de l'espoir, mais quelque chose d'adjacent. Le sentiment que peut-être ce mois ne serait pas le tourment qu'elle avait crainte, mais plutôt quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Et elle s'endormit en pensant à la façon dont les yeux d'Alexander s'étaient illuminés de plaisir sincère lorsqu'elle avait fait une observation particulièrement perspicace sur un passage de Milton, comme si son esprit était quelque chose qu'il appréciait plutôt que de simplement tolérer. La nouvelle de la résidence de Beatrice Thornhill, dans la demeure du duc de Westmont, se répandit dans la société londonienne avec la vitesse et la ferveur d'un feu de forêt dans du bois sec, porté par des conversations chuchotées dans les salons et criées par-dessus les tables de jeu dans les clubs, et en l'espace de 3 jours après le match de boxe, il n'y avait guère de personne de qualité dans la ville qui n'ait entendu une version du scandale et ne se soit forgé une opinion sur la femme déchue qui avait emménagé sous la protection du duc.
Lady Margaret arriva le 4e après-midi dans un état d'agitation visible, ses traits habituellement composés, tirés par l'inquiétude, lorsque Carson la fit entrer dans le salon où Béatrice lisait, et la femme plus âgée l'embrassa avec une ardeur qui témoignait d'une affection sincère, avant de reculer pour examiner son visage, comme pour chercher des signes de mauvais traitement ou de détresse. La conversation qui suivit exigea tout le sang-froid de Béatrice, tandis que Lady Margaret détaillait ce qui se disait dans la société, les suppositions faites sur la nature de son arrangement avec Alexander, les portes qui se fermaient à elle au moment même où elle parlait, et bien que l'inquiétude de son amie fût motivée par l'amour, Béatrice se sentit étrangement insensible au catalogue de la destruction sociale. Car qu'avait-elle vraiment encore à perdre, alors que sa réputation avait été compromise dès l'instant où elle était entrée déguisée dans ce club pour gentlemen et avait fait un pari impliquant sa propre vertu? Elle l'admit à Lady Margaret, parlant avec un calme qui sembla les surprendre toutes les deux, expliquant que sa chute de la respectabilité avait commencé bien avant l'intervention d'Alexander et que le mois dans sa maisonnée serait au moins passé dans le confort et la stimulation intellectuelle plutôt que sous la garde brutale de Carstairs. Et bien qu'elle ne le dit pas à voix haute, elle réalisa en parlant que quelque chose d'autre se passait sous son acceptation rationnelle de la ruine, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Lady Margaret l'étudia avec des yeux perspicaces qui manquaient un peu de choses et demanda doucement si le duc l'avait traité avec respect, et Béatrice sentit ses joues s'échauffer en décrivant leur conversation au dîner et la façon dont Alexander écoutait ses opinions comme si elles comptaient, et l'expression de son ami s'adoucit en quelque chose comme de la compréhension mêlée d'inquiétude. Après le départ de Lady Margaret avec des promesses de revenir bientôt et l'assurance que les vrais amis ne l'abandonneraient pas, Béatrice s'assit seule dans l'élégant salon et reconnut en elle-même ce qu'elle n'avait pas tout à fait osé penser clairement auparavant, qu'elle développait une affection sincère pour la compagnie d'Alexander, qui allait au-delà de la gratitude pour son sauvetage, et que la perspective de partir à la fin du mois commençait à causer une douleur dans sa poitrine qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Ce soir-là, quand Alexander revint de ses affaires de l'après-midi et la trouva dans le salon, il mentionna presque nonchalamment qu'il avait quelque chose à lui montrer si elle voulait bien l'accompagner, et il la conduisit à travers des couloirs qu'elle n'avait pas encore explorés jusqu'à une double porte, qu'il ouvrit pour révéler une bibliothèque privée encore plus magnifique que celle, publique, qu'elle avait découverte plus tôt, avec des murs de livres montant jusqu'à un plafond peint de scènes classiques, des fauteuils confortables placés près de hautes fenêtres et un bureau massif couvert de papiers et de volumes. Il lui dit simplement que c'était sa collection personnelle, les livres qu'il appréciait le plus, et qu'elle devait se considérer comme la bienvenue ici quand elle le souhaitait, que tout ce qu'elle désirait lire était à elle. Et le cadeau d'un tel accès et d'une telle confiance la toucha si profondément qu'elle sentit des larmes lui piquer les yeux, même en essayant de maintenir son sang-froid. Alexander remarqua son émotion et demanda avec une inquiétude apparente si quelque chose n'allait pas, et Béatrice se surprit à expliquer que personne n'avait jamais apprécié son esprit de cette façon, que son éducation était quelque chose qu'elle avait poursuivi en secret parce que la société considérait les femmes instruites comme peu féminines et immariables. Et il répondit avec une intensité qui la surprit que la société était peuplée d'imbéciles qui ne pouvaient reconnaître la valeur quand elle se tenait devant eux. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la bibliothèque silencieuse, la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les fenêtres, Béatrice sentit les murs prudents qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à se fissurer. Et elle comprit que le danger auquel elle faisait face dans cette maison n'était pas pour son corps, mais pour les tendres espoirs qu'elle avait cru morts depuis longtemps, car Alexander lui montrait une vision de ce que la vie pourrait être si quelqu'un la voyait vraiment, et cette vision était bien plus menaçante pour son équilibre que n'importe quelle exigence physique ne pourrait jamais l'être. Le soir où tout bascula entre eux,
9 jours après l'entrée de Béatrice dans la demeure d'Alexander, arriva avec le poids d'un chagrin partagé et la reconnaissance d'une souffrance commune, et il commença de manière assez ordinaire, avec leur dîner habituel dans la petite salle à manger où ils avaient pris le rythme confortable de la conversation intellectuelle. Mais cette nuit-là, Alexander semblait distrait et distant d'une manière qu'elle n'avait pas vue auparavant. Ses réponses brèves et son regard souvent tourné vers les fenêtres qui s'assombrissaient, comme s'il y voyait quelque chose qui le troublait profondément. Lorsque le dernier plat fut débarrassé, il ne se leva pas comme d'habitude pour l'escorter au salon, mais resta assis, son verre de vin tenu lâchement dans sa main, et après un long silence, il parla dans l'espace calme entre eux et dit qu'il lui devait une explication pour son intervention dans sa situation, pourquoi il avait été prêt à sacrifier son record invaincu et à endurer le scandale de la prendre sous sa protection. Et Béatrice sentit son cœur s'accélérer, car elle sentait qu'ils approchaient d'un territoire bien plus dangereux que leur précédente conversation sur la littérature et la philosophie. Il lui parla alors de Catherine, sa sœur cadette de 3 ans, qui avait été ravissante, pleine d'esprit et confiante comme on élevait les jeunes filles de bonne famille à être confiantes, et comment à 17 ans, elle avait été courtisée par un noble d'excellente réputation qui avait semblé honorable jusqu'à ce qu'il l'attire dans une situation compromettante, puis l'abandonne lorsque les conséquences inévitables devinrent apparentes, et la façon dont la voix d'Alexander se brisa légèrement sur certains mots révéla la profondeur d'une douleur que le temps n'avait pas diminuée. Catherine avait été rejetée par la société, bien qu'étant la victime. Étiquetée comme légère et immorale, tandis que son séducteur n'avait subi aucune conséquence au-delà de quelques brefs commérages qui s'étaient estompés en quelques semaines, et Alexander était sur le continent et n'avait pas connu toute l'étendue de sa disgrâce avant de revenir pour la trouver isolée et désespérée, et avant qu'il ne puisse arranger quelque chose pour restaurer sa position, ou au moins lui donner une vie digne ailleurs, elle avait pris du laudanum en quantité qui ne pouvait avoir été accidentelle. Il regarda alors directement Béatrice avec des yeux qui contenaient une vieille fureur et une reconnaissance nouvelle, et dit que lorsqu'il l'avait vue dans la salle d'entraînement, la dignité intacte malgré la situation impossible à laquelle elle faisait face, la résignation dans son maintien, mais aucun apitoiement sur soi. Il avait vu Catherine telle qu'elle aurait pu être si quelqu'un était intervenu, et il ne pouvait pas se détourner de la chance d'empêcher une autre femme d'être détruite par la cruauté désinvolte d'hommes comme Carstairs, qui considéraient les femmes comme des objets à gagner et à jeter sans conséquence. Béatrice sentit des larmes couler sur ses joues en écoutant, et elle tendit la main par-dessus la table pour la poser sur la sienne sans penser à la bienséance ou à la prudence, et elle lui parla de ses propres pertes, de la disgrâce de son père lorsque la fraude de son associé fut découverte, et de la façon dont la honte l'avait rongé, jusqu'à ce que son cœur s'arrête, tout simplement, de la mort de sa mère d'une fièvre 2 ans plus tard, que Béatrice croyait en partie due à la perte de la volonté de continuer dans un monde qui était devenu si diminué, et comment elle avait essayé de maintenir ce qui restait de la famille ensemble seulement pour voir George tout gaspiller par faiblesse et mauvais jugement. Ils restèrent assis, les mains jointes sur la table polie, tandis que les ombres s'approfondissaient dans la pièce, et qu'aucun domestique ne venait allumer plus de bougies. Et dans cette pénombre, quelque chose de fondamental changea entre eux, la camaraderie intellectuelle qu'ils avaient construite, se transformant en une intimité émotionnelle bien plus dangereuse pour leurs 2 cœurs soigneusement gardés. Et quand Alexander parla enfin de nouveau, sa voix était rauque d'émotion, alors qu'il disait qu'elle n'était plus seule, que quoi qu'il arrive à la fin du mois, elle n'affronterait jamais la cruauté du monde sans quelqu'un qui comprenait et appréciait sa valeur. Et Béatrice sut à cet instant qu'elle était en train de perdre la bataille pour se protéger de l'espoir et de la terrifiante possibilité de l'amour. La transformation de leur vie quotidienne devint évidente pour tout le monde dans la maisonnée, alors que la 3e semaine de la résidence de Béatrice commençait, et ce qui avait commencé comme une cohabitation formelle
régi par les termes de leur arrangement, évolua en quelque chose qui ressemblait à un véritable partenariat, bien qu'aucun d'eux ne parlât à voix haute du changement qui s'opérait entre eux chaque jour. Alexander commença à l'inclure dans des aspects de sa vie qu'il avait auparavant gardés séparés, en commençant par une invitation à se joindre à lui pour une promenade matinale à cheval dans Hyde Park aux heures peu à la mode, où seuls les cavaliers sérieux se trouvaient, et bien que Béatrice n'ait pas monté depuis des années par manque de fonte pour entretenir des chevaux, elle se surprit à accepter, car la perspective de passer plus de temps en sa compagnie était devenue plus séduisante que sa peur de faire piètre figure. Il arrangea une jument douce de ses écuries, et ils chevauchèrent ensemble à travers le parc brumeux du matin, alors que Londres s'éveillait encore. Et si Alexander remarqua les regards curieux et les conversations chuchotées qui suivirent dans leur sillage, il ne donna aucune indication que le jugement de la société avait un quelconque poids pour lui, et Béatrice se surprit à se tenir plus droite en selle, car son indifférence au scandale lui enseignait une forme de courage qu'elle n'avait pas su posséder. Les visites de l'après-midi à ses diverses propriétés devinrent un autre rituel partagé, alors qu'Alexander commençait à solliciter son avis sur les améliorations des logements des locataires et les mises à jour de la gestion du domaine, lui demandant son point de vue sur des questions que la plupart des hommes ne discuteraient jamais avec une femme, et Béatrice découvrit que ses années de gestion d'un foyer en déclin lui avaient donné des connaissances pratiques qu'il appréciait, et il y avait une profonde satisfaction à être consulté comme si ses pensées avaient une valeur réelle, plutôt que d'être rejeté comme relevant d'un esprit féminin inapte à une considération sérieuse. Leur conversation du soir se prolongeait de plus en plus tard chaque nuit, à mesure que les sujets s'approfondissaient, passant de la littérature et de la philosophie à un territoire plus personnel, partageant des souvenirs d'enfance et discutant de leur vue sur le mariage, la famille et la nature du bonheur, et Madame Carson remarqua tranquillement à la gouvernante qu'elle n'avait jamais vue. Sa grâce si animée, ou ne l'avait entendu rire avec une chaleur aussi sincère qu'en compagnie de Miss Thornhill. Le personnel de la maison avait initialement été incertain de la position de Béatrice et de ce que sa présence dans la maison du duc signifiait, mais ils commencèrent à la traiter avec une déférence qui allait au-delà de la simple politesse, en observant comment Alexander la regardait quand elle n'était pas consciente de son regard, et comment il entrait dans une pièce et la cherchait immédiatement, comme si ses yeux étaient attirés vers elle par une force magnétique à laquelle il ne pouvait résister. Béatrice sentit le poids de ce qui grandissait entre eux avec un mélange de joie et de terreur, car elle comprenait avec une clarté croissante qu'elle tombait amoureuse d'Alexander Pembroke, non pas de son titre ou de sa richesse, ou même de son intervention dans sa situation désespérée, mais de l'homme lui-même, celui qui écoutait ses pensées comme si elles comptaient et qui lui avait confié son plus profond chagrin et qui la regardait parfois avec une expression qui lui coupait le souffle. Pourtant, le fait de savoir que leur mois ensemble était plus qu'à moitié terminé jetait une ombre sur son bonheur croissant, et elle se surprenait à rester éveillée la nuit dans sa suite élégante, calculant les jours restants et se demandant ce qui se passerait lorsque le temps convenu expirerait, s'il la remercierait simplement pour sa compagnie et la renverrait avec une pension qui assurerait son confort matériel mais laisserait son cœur en ruine, et la perspective de quitter cette vie qu'ils construisaient ensemble était devenue plus effrayante que n'importe quelle menace que Carstairs avait jamais posée, car Alexander lui avait montré à quoi pouvait ressembler un véritable partenariat, et la perte de cette vision serait un chagrin différent de tous ceux qu'elle avait connus auparavant. La destruction de leur paix soigneusement établie survint le 17e jour de sa résidence. Lorsqu'Alexander revint de son club en fin d'après-midi, avec une expression que Béatrice n'avait jamais vue auparavant, une fureur froide qui semblait rayonner de lui par vagues, faisant en sorte que les domestiques s'écartaient silencieusement sur son passage dans le hall d'entrée, et lorsqu'il la convoqua dans son bureau,
elle y alla avec un sentiment d'effroi qui se révéla entièrement justifié, car il lui annonça sans préambule que Lord Carstairs avait lancé un défi public chez White cet après-midi même. Les mots sortirent durs et secs alors qu'Alexander expliquait que Carstairs s'était tenu devant une salle pleine de gentlemen et avait suggéré que le précédent match de boxe avait été truqué, que le duc de Westmont avait délibérément perdu pour des raisons que Carstairs prétendait connaître mais ne spécifierait pas, sauf pour dire qu'elles impliquaient une femme de vertu douteuse, et il avait exigé une revanche pour prouver qui était vraiment le combattant supérieur, et le défi avait été observé par suffisamment de membres de la société pour que le refuser équivaille à admettre sa culpabilité et sa lâcheté. Béatrice sentit son sang se glacer, car elle comprit immédiatement que c'était la vengeance de Carstairs pour s'être vu refuser son prix, sa façon de frapper à la fois elle et Alexander en ramenant l'affaire sous le feu des projecteurs publics, et elle trouva sa voix pour dire qu'Alexander devait refuser le défi, que son honneur ne l'obligeait pas à se soumettre à la manipulation d'un homme comme Carstairs, qui n'avait lui-même aucun honneur. Mais le visage d'Alexander resta figé dans des lignes de granit, alors qu'il lui disait qu'elle ne comprenait pas ce qui était en jeu, que la réputation d'un gentleman était tout, et si les insinuations de Carstairs étaient autorisées à rester sans réponse. Alors chaque accord commercial et chaque alliance politique qu'Alexander avait bâtie au fil des ans serait sapé par la suggestion qu'il pouvait être acheté ou contraint à des actions malhonnêtes. Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine en réalisant qu'il allait accepter malgré la connaissance du danger, et sa voix s'éleva alors qu'elle l'accusait de valoriser l'opinion d'hommes qui ne méritaient pas son estime au détriment de la possibilité très réelle de blessures graves ou pires. De choisir l'orgueil plutôt que la raison et de la laisser seule à nouveau juste au moment où elle avait commencé à croire qu'elle n'aurait peut-être pas à affronter le monde en solitude. L'expression d'Alexander se durcit encore plus alors qu'il disait qu'elle parlait d'un point de vue féminin qui ne pouvait comprendre l'honneur masculin, que certaines insultes ne pouvaient être supportées quel que soit le risque. Et ces paroles lui firent l'effet d'un coup physique, car elle la réduisait exactement à la catégorie de compréhension limitée que la société lui avait toujours assignée, comme si leur semaine de partenariat authentique et d'égalité intellectuelle n'avait été que son indulgence plutôt qu'un véritable respect. La dispute s'envenima avec des mots que tous deux regretteraient plus tard. Béatrice disant qu'il était un imbécile de laisser Carstairs le manipuler pour le pousser à la violence, Alexander répondant que si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il devait défendre leurs deux honneurs, alors peut-être n'était-elle pas la femme qu'il avait cru qu'elle était, et le fossé qui s'ouvrit entre eux dans ce bureau semblait aussi large et infranchissable qu'un océan. Quand Alexander se détourna d'elle pour rédiger son acceptation du défi de Carstairs, Béatrice quitta la pièce, les larmes coulant sur son visage, avec la terrible certitude que l'homme qu'elle aimait allait au-devant du danger, parce que l'orgueil comptait plus pour lui que sa peur, et la joie qui s'était construite entre eux pendant 17 jours se brisa comme du verre contre la pierre inflexible de l'honneur masculin et des attentes de la société. Les jours qui suivirent leur dispute passèrent dans une froideur qui n'avait rien à voir avec le temps, Béatrice se retirant dans une coquille protectrice dont elle n'avait pas eu besoin depuis son arrivée à la résidence d'Alexander, et elle se surprit à décompter le temps restant de leurs mois ensemble avec un sentiment de perte inévitable, plutôt qu'avec l'anticipation impatiente qui aurait pu caractériser ces derniers jours si leur querelle n'avait pas ouvert un gouffre entre eux. Elle prenait ses repas dans ses appartements plutôt que de rejoindre Alexander pour le dîner, prétextant une fatigue qui ne trompait personne, et lorsqu'elle le rencontrait dans les couloirs ou le salon, leur conversation était douloureusement polie et formelle, dépouillée de la chaleur et de la connexion authentique qui s'étaient établies entre eux avec tant de promesses. Alexander remarqua sa distance avec un sentiment d'alarme croissant qu'il tentait de réprimer derrière une façade d'indifférence ducale, mais dans l'intimité de son bureau, il se surprenait à regarder sa correspondance sans la lire
et à se demander si son retrait signalait son empressement à conclure leur marché et à retourner à sa propre vie, libre de sa compagnie et des complications que son monde lui avait apportées. La possibilité qu'elle n'ait fait que jouer le rôle de compagne intéressée par obligation, plutôt que par affection sincère, le rongeait avec une intensité surprenante, et ses propres peurs commencèrent à refaire surface. De vieilles blessures de ses fiançailles rompues qui lui avaient appris à se méfier des motivations de ceux qui recherchaient sa compagnie et à se demander si quelqu'un pouvait le vouloir pour lui-même plutôt que pour son titre et sa richesse. Il se jeta dans les préparatifs de la revanche avec Carstairs avec une détermination sinistre qui inquiéta son entraîneur, qui remarqua que sa grâce se battait comme s'il avait quelque chose à prouver au-delà de la simple défense de sa réputation, mais Alexander ne pouvait même pas s'expliquer à lui-même qu'il canalisait sa confusion et sa peine dans l'effort physique car c'était le seul exutoire qu'il comprenait. Lady Margaret arriva le 20e jour pour une visite d'après-midi et trouva Béatrice dans le salon du matin. Faisant semblant de lire un livre dont elle n'avait pas tourné une page depuis une demi-heure, et la femme plus âgée jeta un coup d'œil au visage de sa jeune amie et congédia la femme de chambre qui planait d'un geste avant de s'installer à côté de Béatrice, avec l'air déterminé de quelqu'un prêt à administrer un remède désagréable. La conversation qui suivit fut douce mais sans concession. Lady Margaret demandant directement ce qui s'était passé entre Béatrice et le duc pour transformer l'atmosphère de la maisonnée, passant d'une joie croissante à cette mélancolie oppressante, et Béatrice se surprit à avouer non seulement la dispute au sujet du défi, mais aussi la vérité plus profonde qu'elle avait évitée. Qu'elle était tombée complètement amoureuse d'Alexander Pembroke et craignait désespérément qu'il ne la voie que comme un projet de charité, une femme abîmée à secourir plutôt qu'une partenaire à chérir. Lady Margaret écouta avec la patience d'une longue amitié, avant de répondre que Béatrice était volontairement aveugle si elle ne pouvait pas voir comment le duc la regardait, comment tout son comportement changeait quand elle entrait dans une pièce, comment il avait fait réaménager sa maisonnée pour son confort et passait des heures en conversation qu'il évitait avec tout le monde dans la société. Et croyait-elle vraiment qu'un homme comme Alexander Pembroke consacrerait une telle attention à quelqu'un qu'il considérait simplement comme un objet de carité? Les mots pénétrèrent suffisamment les murs défensifs de Béatrice pour planter une graine d'espoir, et Lady Margaret profita de son avantage en l'exhortant à parler honnêtement avec Alexander avant la revanche, à risquer la vulnérabilité de la confession, car le silence et le retrait mèneraient certainement à la perte, tandis que l'honnêteté offrait au moins la possibilité de la compréhension. Pendant ce temps, dans son gymnase privé, Alexander s'infligeait des séries d'entraînements brutales et s'avoua qu'il se battait dans cette revanche non seulement pour défendre son honneur, ou même principalement pour faire taire les insinuations de Carstairs, mais parce que cet homme avait menacé Béatrice et que cette offense ne pouvait être tolérée. Et quelque part au cours des semaines de sa résidence, elle était devenue infiniment précieuse pour lui d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre et craignait de ne jamais avoir la chance d'exprimer. Le soir précédent, la revanche arriva avec un silence lourd qui pesait sur la résidence d'Alexander comme un poids physique, et à la tombée de la nuit, Béatrice s'assit dans sa suite, essayant de lire, mais trouvant que les mots nageaient sans signification devant ses yeux, tandis qu'elle imaginait toutes les manières dont le matin pourrait se terminer en tragédie, jusqu'à ce qu'un léger coup à sa porte la fasse sursauter et qu'elle appelle à entrer d'une voix qui tremblait malgré ses efforts pour garder son sang-froid. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours vêtu de ses habits de soirée, mais avec sa cravate desserrée et ses cheveux sombres légèrement en désordre comme s'il y avait passé les mains, et l'expression sur son visage était si peu gardée et si incertaine que son souffle se coupa, car elle ne l'avait jamais vu paraître aussi vulnérable. Même pas lorsqu'il avait parlé de la mort de sa sœur ces semaines auparavant, qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Il demanda doucement s'il pouvait entrer. Au diable les convenances,
car il y avait des choses qu'il devait dire avant que le matin n'arrive, et Béatrice hocha la tête sans mot dire en se levant de sa chaise, son livre tombant oublié sur le sol, alors qu'il entrait et fermait la porte derrière lui avec un déclic décisif qui semblait les isoler du monde et de ses attentes. Alexander traversa la pièce pour se tenir devant elle et commença à parler avec une honnêteté qui lui coûtait manifestement quelque chose à exprimer, lui disant qu'il avait été dur et injuste dans leur dispute, qu'il l'avait accusée de ne pas comprendre, alors qu'en vérité, elle avait bien trop bien compris la futilité de l'orgueil masculin, et il voulait qu'elle sache qu'il avait accepté le défi de Carstairs, non pas principalement pour défendre sa propre réputation, mais pour défendre la sienne, car les insinuations que cet homme avait faites sur son caractère ne pouvaient être laissées sans réponse, quel que soit le risque. Béatrice sentit des larmes lui piquer les yeux en l'écoutant expliquer que, quelque part, au cours de leurs 3 semaines ensemble, elle était devenue infiniment précieuse pour lui. Que sa bonne réputation comptait plus que sa propre sécurité, et la prise de conscience que Carstairs pourrait continuer à parler d'elle avec mépris et sous-entendu, avait fait de l'acceptation du défi non pas une question d'orgueil, mais une fureur protectrice qui ne pouvait être niée. Elle trouva sa voix pour avouer à son tour qu'elle craignait de le perdre à la violence, que la perspective qu'il soit gravement blessé ou pire pour la défendre contre des commérages qu'elle avait appris depuis longtemps à ignorer, la remplissait d'une terreur qu'elle pouvait à peine articuler, car elle en était venue à chérir leurs soirées de conversation et leurs matins de silence complice, et la façon dont il la regardait comme si elle possédait une valeur réelle au-delà de ses circonstances limitées. Alexander s'approcha et prit ses mains dans les siennes avec une douceur qui démentait sa réputation de prouesse physique, lui promettant qu'il serait prudent, qu'il n'avait aucune intention de laisser Carstairs le blesser car il se battait maintenant pour quelque chose de bien plus précieux que la réputation ou l'orgueil. Il se battait pour la possibilité d'un avenir qui n'avait que récemment commencé à prendre forme dans son imagination, mais qu'il découvrait désirer avec une intensité surprenante. L'air entre eux sembla s'épaissir d'émotions inexprimées alors qu'ils se tenaient la main, tous deux respirant plus vite. Tous deux se penchant presque imperceptiblement l'un vers l'autre jusqu'à ce que leurs visages ne soient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et que Béatrice puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres et sentir la chaleur qui émanait de son corps. Le moment s'étira et trembla au bord de quelque chose d'irrévocable jusqu'à ce que le sens inné des convenances d'Alexander se réaffirme et qu'il recule avec une réticence visible, relâchant ses mains et disant doucement qu'il devrait partir, qu'il ne la compromettrait pas davantage avant d'avoir gagné le droit à une telle intimité par une cour en bonne et due forme et un engagement formel. Béatrice hocha la tête, bien que son corps protestât contre la distance entre eux, et alors qu'Alexander se dirigeait vers la porte. Il se retourna une dernière fois pour dire qu'après-demain, s'il l'emportait comme il en avait l'intention, il y avait des choses dont il souhaitait discuter avec elle, des arrangements qu'il espérait proposer qui allaient bien au-delà des termes de leur accord initial, et qu'elle devait savoir que la fin du mois à venir représentait pour lui non pas un soulagement, mais une crainte, car la pensée de l'avoir quitté sa maisonnée était devenue intolérable. L'aube arriva froide et grise sur Londres, alors que Béatrice s'habillait avec des mains tremblantes dans la chambre d'amis de Lady Margaret, ayant passé une nuit blanche à imaginer toutes les catastrophes possibles qui pourraient arriver à Alexander dans les heures à venir. Et au moment où la voiture de son ami arriva pour les conduire au lieu privé où la revanche aurait lieu, elle se sentait vide de terreur et d'épuisement. Le lieu était une écurie reconvertie sur le domaine d'un noble connu pour organiser de tels événements à l'abri des regards des autorités qui désapprouvaient le pugilat malgré sa popularité auprès des classes supérieures, et alors que Béatrice et Lady Margaret entraient dans l'espace déjà épais de fumée, de tabac et d'énergie masculine, elle fut frappée par la différence avec le premier match auquel elle avait assisté, où elle avait été la compagne involontaire de Carstairs,
plutôt qu'une femme ayant tout à perdre en regardant l'homme qu'elle aimait se risquer pour elle. La foule était plus petite cette fois-ci. Peut-être 50 gentlemen qui avaient reçu des invitations pour assister à ce qui était chuchoté comme un règlement de compte, et Béatrice sentit leurs yeux sur elle alors qu'elle prenait place dans la galerie, sachant que sa présence avait été remarquée et que la spéculation sur sa relation avec le duc était le sujet d'une grande partie de la conversation murmurée autour d'elle. Alexander arriva quelques instants plus tard par une entrée latérale, flanquée de son entraîneur, et même de loin, Béatrice put voir la différence en lui, la fureur froide qui avait remplacé son sang-froid contrôlé habituel, et lorsque ses yeux trouvèrent les siens à travers l'espace bondé, elle y vit une détermination féroce qui la rassura et la terrifia à la fois. Carstairs entra par le côté opposé avec une démarche fanfaronne qui frappa Béatrice comme étant théâtrale, et elle remarqua qu'il avait amené son propre second, un homme à l'allure brutale, dont le visage balafré suggérait une vaste expérience de la violence, et le contraste entre les deux combattants était saisissant alors qu'ils retiraient leurs chemises et commençaient leurs préparatifs. Là où le corps d'Alexander était sculpté et puissant grâce à un entraînement discipliné, Carstairs était plus mou, s'appuyant davantage sur le poids et l'allonge que sur l'habileté. Mais il y avait une cruauté dans son expression qui parlait d'une volonté d'infliger des dommages qui allaient au-delà des règles du combat sportif. L'arbitre les appela au centre et passa en revue les termes, les règles du marquis de Queensberry avec des rounds de 3 minutes chacun. Et alors que les deux hommes se touchaient les gants dans une parodie de sportivité, Béatrice vit Carstairs se pencher près pour murmurer quelque chose qui fit se contracter la mâchoire d'Alexander avec une rage à peine contenue. La cloche sonna et le combat commença avec une violence explosive qui fit halter Béatrice et lui fit serrer la main de Lady Margaret, car cela n'avait rien à voir avec la défaite chorégraphiée dont elle avait été témoin auparavant. C'était Alexander se battant avec toute la force de son habileté et de sa fureur combinée, ses poings se déplaçant avec une brutalité précise qui repoussa Carstairs en quelques secondes. Mais Carstairs révéla rapidement sa vraie nature, donnant un coup de coude qui ouvrit une coupure au-dessus de l'œil d'Alexander, puis enchaînant avec un coup bas que l'arbitre manqua ou choisit d'ignorer. Et Béatrice se retrouva sur ses pieds, criant sa protestation alors même qu'Alexander se remettait, et répondait par une combinaison qui fit chanceler Carstairs. Les rounds se succédèrent dans un cauchemar de violence, les deux hommes s'ensanglantant mutuellement, mais l'entraînement supérieur d'Alexander commença à se faire sentir alors qu'il démantelait systématiquement la défense de Carstairs avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait étudié cet art pendant des années, et au 5e round, il asséna un coup dévastateur au corps, suivi d'une droite écrasante qui envoya Carstairs au tapis, où il resta au-delà du compte de 10. La foule éclata en un chaos alors que l'arbitre déclarait Alexander vainqueur. Mais Béatrice n'entendit rien, car elle se frayait déjà un chemin à travers la presse des corps vers l'entrée latérale où Alexander avait titubé après la fin du combat, son cœur battant d'un mélange de soulagement et d'un besoin désespéré de le rejoindre avant qu'il ne disparaisse dans quelque rituel masculin qui suivait une telle violence. Lady Margaret l'appela, mais Béatrice ignora entièrement la bienséance et le décorum alors qu'elle parvenait enfin à passer pour trouver Alexander appuyé contre un mur pendant que son entraîneur tentait de nettoyer le sang de son visage, et quand il leva les yeux et la vit se tenir là, l'expression qui traversa ses traits meurtris était si brute et si peu gardée qu'elle sentit quelque chose de fondamental basculer en elle. Il congédia son entraîneur d'un mot sec et se redressa malgré la douleur évidente que le mouvement lui causait, et Béatrice s'approcha, les mains déjà tendues vers lui, même en enregistrant la lèvre fendue, l'œil enflé et le sang qui suintait encore de la coupure au-dessus de son sourcil, qui laisserait probablement une cicatrice. Elle lui demanda où il était blessé, et sa voix sortit tremblante malgré ses efforts pour la contrôler.
Et Alexander secoua la tête comme si les blessures étaient sans importance, avant de dire qu'il devait lui parler, qu'il devait lui dire des choses qui ne pouvaient attendre malgré l'inconvenance du moment et son état débraillé. Lady Margaret les avait rejoints et, avec une présence d'esprit remarquable, suggéra qu'ils utilisent sa voiture qui attendait à proximité, et en quelques minutes, Béatrice se retrouva assise à côté d'Alexander dans l'intimité sombre du coche, tandis que son ami avait tactiquement choisi de monter sur le siège du cocher malgré le froid matinal. Béatrice sortit des fournitures de la petite trousse médicale que Lady Margaret gardait dans la voiture et commença à soigner les blessures d'Alexander avec des mains qui tremblaient en tamponnant la coupure au-dessus de son œil, et l'intimité de l'acte touchait son visage avec un tel soin, alors qu'il restait absolument immobile sous ses soins, semblait plus profonde que tout ce qui s'était passé entre eux auparavant. Alexander attrapa doucement son poignet et le tint alors qu'il commençait à parler d'une voix rendue rauque par l'effort et l'émotion, avouant qu'il avait truqué le premier combat non seulement par honneur, comme il lui avait laissé croire, mais parce que dès l'instant où il l'avait vue debout dans sa salle d'entraînement, avec une dignité si désespérée malgré ses circonstances, il avait été attiré par elle d'une manière qui défiait toute explication rationnelle. Le mois qu'il avait exigé en paiement n'était rien de plus qu'une excuse pour la garder près de lui sans la coercition, qui aurait rendu une telle proximité déshonorante. Et chaque jour depuis son entrée dans sa maisonnée n'avait fait qu'approfondir sa certitude qu'elle était la femme la plus remarquable qu'il ait jamais rencontrée. Béatrice sentit des larmes couler sur ses joues en l'écoutant expliquer que la voir lire dans sa bibliothèque, entendre ses opinions sur la gestion du domaine, discuter de philosophie pendant le dîner étaient devenus les moments pour lesquels il vivait. Et la perspective de la fin du mois et de son départ était devenue insupportable. Elle mit de côté le tissu qu'elle utilisait et prit son visage entre ses mains avec une tendresse qui reconnaissait ses blessures tout en transmettant tout ce qu'elle ressentait, et murmura qu'elle l'aimait, qu'elle était tombée désespérément amoureuse de lui, malgré toutes ses tentatives pour garder son cœur contre un espoir si dangereux. Alexander émit un son qui était à moitié un rire et à moitié un gémissement en la prenant dans ses bras avec une force prudente qui tenait compte de ses côtes meurtries tout en l'écrasant contre sa poitrine, et quand il l'embrassa, ce fut à la fois tendre et féroce, avec un goût de sang et de promesse et de l'effondrement de toutes les barrières qui s'étaient. Les 3 jours qui suivirent leur confession dans la voiture passèrent dans un étrange état de suspension, où Alexander se remettait de ses blessures, tandis que Béatrice restait à la résidence de Lady Margaret pour préserver une certaine mesure de bienséance, bien que de telles considérations semblassent absurdes compte tenu de tout ce qui s'était déjà passé entre eux, et le soir du 3e jour, une note arriva demandant la présence de Béatrice à la résidence londonienne d'Alexander pour un dîner privé dans le jardin ce soir-là même. Lady Margaret l'aida à s'habiller dans une robe de soie bleu pâle qui faisait partie de son trousseau d'il y a des années, lorsque de telles choses semblaient encore possibles. Et alors que Béatrice était conduite à travers la soirée de printemps vers l'homme qu'elle aimait, elle ressentit une anticipation tremblante qui était entièrement différente de la terreur qui avait accompagné sa première arrivée à sa maisonnée ces semaines auparavant. Alexander l'accueillit lui-même à l'entrée du jardin plutôt que de laisser les domestiques l'escorter. Et la coupure, au-dessus de son œil, avait commencé à guérir en ce qui deviendrait en effet une cicatrice permanente, une marque qu'il porterait toujours comme preuve de la violence qu'il avait endurée pour elle. Et la tendresse dans son expression, alors qu'il lui offrait son bras, fit se contracter son cœur d'une intensité presque douloureuse. Il la conduisit à travers des sentiers bordés de roses précoces jusqu'à un coin isolé où une petite table avait été dressée avec de l'argenterie et des bougies, intime et privée, bien qu'étant à l'extérieur. Et le personnel de la maison qui les servit le fit avec une efficacité rapide,
avant de se retirer pour les laisser seuls sous le ciel qui s'assombrissait. Ils parlèrent d'abord de petites choses en mangeant, la conversation prudente de deux personnes qui s'étaient avouées leur amour mais n'avaient pas encore déterminé la forme que prendrait leur avenir, et Béatrice sentit sa nervosité augmenter au fur et à mesure que le repas avançait, car elle comprenait que cette soirée avait une signification au-delà de la simple camaraderie. Lorsque le dernier plat fut débarrassé, et qu'il ne leur resta que du vin et le chant des oiseaux du soir s'installant pour la nuit, Alexander tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne avec une solennité qui lui coupa le souffle, et il commença à parler d'une voix qui était ferme, malgré l'émotion qu'elle pouvait voir dans ses yeux. Il dit que le pari initial qui l'avait amené dans sa vie était né du désespoir et de la manipulation. Un marché corrompu qui n'aurait jamais dû être nécessaire, mais qu'il voulait lui faire une proposition différente maintenant, une proposition fondée non sur la dette ou l'obligation, mais sur un amour sincère et un respect mutuel. Il reconnut que le scandale les entourait tous les deux, que la société jugerait leur union inappropriée quelle que soit la manière dont ils procéderaient, et qu'il se rendait compte qu'ils ne se souciaient absolument pas des opinions de personnes qui l'auraient laissé à la merci de Carstairs, tout en se félicitant de leur propre vertu. Ce qu'il lui offrait maintenant n'était pas la protection ou le sauvetage, mais un véritable partenariat, un mariage entre égaux où sa voix compterait autant que la sienne, où l'intelligence et la force de caractère dont il avait été témoin au cours de leurs semaines ensemble seraient honorées plutôt que réprimées par les contraintes qui régissaient les unions conventionnelles. Il lui demanda si elle consentirait à devenir sa femme, non pas parce que les circonstances l'exigeaient, mais parce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre quelque chose de rare et de précieux. Et pendant qu'il parlait, Béatrice sentit la joie monter dans sa poitrine comme une force physique, des larmes coulant sur ses joues, alors même qu'elle souriait avec un éclat qu'elle ne se savait pas capable d'exprimer. Son acceptation vint dans une voix qui tremblait, mais contenait une certitude absolue. Et quand Alexander se leva et l'attira à lui pour l'embrasser avec une tendresse qui reconnaissait à la fois les blessures qu'il portait encore et l'avenir qu'ils construiraient ensemble, Béatrice comprit que sa fortune s'était inversée non pas par un sauvetage passif, mais par la reconnaissance mutuelle de deux personnes qui voyaient clairement ce que l'autre était vraiment et choisissaient de lier leurs vies ensemble malgré tous les obstacles que la société pourrait placer sur leur chemin. L'annonce de leurs fiançailles parut dans les journaux du matin exactement 2 jours après la proposition d'Alexander, et l'après-midi, la nouvelle s'était répandue dans la société londonienne comme une traînée de poudre, déclenchant des réactions allant de la désapprobation scandalisée à l'admiration réticente pour ce que certains qualifiaient d'histoire la plus romantique de la saison, bien que Béatrice comprit que le romantisme était souvent le vernis que la bonne société appliquait à des situations qu'elle trouvait à la fois choquantes et fascinantes. Lady Margaret arriva à la résidence d'Alexander, où Béatrice avait pris ses quartiers temporaires dans une aile séparée, pour trouver son amie en train de trier des cartes de visite qui avaient commencé à arriver en quantités alarmantes, et son expression triomphante suggérait qu'elle considérait les fiançailles comme une justification de sa foi en la valeur de Béatrice et en le caractère d'Alexander, malgré le chemin peu conventionnel qui les avait réunis. Les cartes représentaient un curieux mélange de la réponse de la société. Certaines de matrones qui avaient auparavant complètement ignoré Béatrice, mais cherchaient maintenant à rétablir le contact avec la future duchesse de Westmont. D'autres dames véritablement bienveillantes qui leur souhaitaient du bonheur, et quelques-unes de ceux qui s'enhardissaient à exprimer leur désapprobation sous le mince déguisement de l'inquiétude pour la bienséance et la réputation du duc. George Thornhill se présenta ce même après-midi avec une expression d'une honte et d'une gratitude si profonde que Béatrice se retrouva à étreindre son frère sotte, malgré toute la douleur que sa faiblesse avait causée, et quand il balbutia ses remerciements à Alexander pour avoir sauvé à la fois sa sœur et l'honneur de la famille. La réponse du duc fut assez froide
pour faire comprendre que le pardon serait gagné par un changement de comportement plutôt que par des mots seuls. Les propres cercles sociaux d'Alexander réagirent avec une complexité typiquement aristocratique. Certains lords et ladies exprimant leur indignation qu'un duc s'allie avec une femme à la réputation compromise, quelles que soient les circonstances, tandis que d'autres trouvaient toute l'affaire rafraîchissante, libre des négociations de mariage calculées qui régissaient habituellement leur classe, et Alexander rejeta la faction désapprobatrice avec un mépris si glacial qu'en quelques jours, il devint clair que maintenir son amitié exigeait d'accepter son choix d'épouse sans réserve. Les moments les plus difficiles vinrent lorsque des femmes, qui avaient été autrefois les amies de Béatrice avant le déclin de sa famille, commencèrent à venir la féliciter, des félicitations qui masquaient à peine leur envie et leur confusion face à son revirement de fortune. Et elle les reçut avec une grâce qui ne reconnaissait ni leur abandon antérieur, ni leur opportunisme actuel, présentant plutôt une chaleur digne qui faisait clairement savoir qu'elle serait une duchesse qui se souviendrait de ce que signifiait être impuissante. Alexander se tint à ses côtés, à travers chaque épreuve sociale que ces semaines apportèrent, sa présence étant une déclaration qu'il faisait face au jugement de la société comme une force unie plutôt que comme des individus qui pourraient être séparés par une pression suffisante. Et lorsque le comte de Pemberton fit une remarque malheureuse dans son club sur des marchandises endommagées, la réponse d'Alexander fut livrée avec une menace si calme que l'homme quitta Londres entièrement plutôt que de faire face au déplaisir continu du duc. Les préparatifs du mariage avancèrent avec une rapidité surprenante étant donné la détermination d'Alexander à formaliser leur union avant que d'autres scandales ne puissent s'accumuler. Et bien que la tradition eût pu exiger une grande cérémonie digne de son rang, ils choisirent l'intimité plutôt que le spectacle, prévoyant un petit rassemblement dans son domaine de campagne où l'affection sincère, plutôt que l'obligation sociale, déterminerait la liste des invités. Et à mesure que la date approchait, Béatrice se sentit moins anxieuse des commérages continus de la société que remplie d'une profonde anticipation pour le moment où elle prononcerait des vœux qui transformeraient un pari né du désespoir en un lien choisi librement par deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre quelque chose qui valait la peine de défier le monde pour le revendiquer. Le mariage eut lieu le 17 juin au domaine de campagne d'Alexander dans le Hampshire, où l'ancienne chapelle de pierre se dressait au milieu de jardins qui avaient éclaté en pleine floraison estivale, comme si la nature elle-même célébrait l'union de deux personnes qui s'étaient trouvées dans des circonstances si improbables et scandaleuses. La liste des invités ne comptait que 32 âmes, chacune présente par affection sincère plutôt que par obligation sociale, et ce groupe restreint comprenait Lady Margaret Sinclair, dont le sourire entendu suggérait qu'elle avait prévu cette issue dès le moment où Béatrice avait confessé sa situation impossible, George Thornhill, dont la sobriété continue et la détermination évidente à reconstruire son caractère avaient commencé à adoucir la froideur d'Alexander à son égard, et plusieurs des amis les plus proches d'Alexander qui avaient prouvé leur loyauté en acceptant son choix d'épouse sans réserve ni jugement. Béatrice portait une robe de soie ivoire que Lady Margaret avait commandée au plus grand modiste de Londres, le dessin simple, plutôt corné mais coupé avec une telle habileté qu'il transformait la silhouette élancée de Béatrice en quelque chose d'éthéré, et lorsqu'elle remonta l'allée de la chapelle, au bras de George, elle portait des roses blanches des propres jardins d'Alexander, leur parfum se mêlant à l'odeur des bougies en cire d'abeille et de la vieille pierre. Alexander attendait à l'autel en tenue de cérémonie qui soulignait à la fois son port aristocratique et la puissance physique qui avait joué un rôle si inattendu dans leur histoire, et la cicatrice en voie de guérison au-dessus de son œil captait la lumière filtrant à travers les vitraux alors qu'il regardait Béatrice s'approcher avec une expression qui fit que plusieurs invités cherchèrent leur mouchoir, car l'amour visible sur le visage habituellement austère du duc était presque trop intime pour être observé. Le vicaire qui célébra la cérémonie
était un homme âgé qui connaissait Alexander depuis l'enfance et qui prononça les mots traditionnels avec une chaleur qui reconnaissait combien ses vœux particuliers portaient un poids au-delà de la convention. Et lorsque Béatrice et Alexander échangèrent leurs promesses, leur voix était ferme, malgré l'émotion qui rendait l'air de la petite chapelle chargé de signification, alors qu'un pari né du désespoir et de la manipulation était transformé par leur libre choix en un lien qui défiait toutes les attentes cyniques que la société pouvait avoir. Le moment où Alexander passa l'anneau de sa mère au doigt de Béatrice ressembla à la clôture d'une histoire et à l'ouverture d'une autre. Et lorsque le vicaire les prononça mari et femme, et qu'Alexander embrassa sa mariée avec une tendresse qui reconnaissait tout ce qu'ils avaient enduré pour atteindre ce moment, les applaudissements de la petite congrégation semblèrent célébrer non seulement un mariage, mais une victoire sur le système corrompu qui les avait presque détruits tous les deux. Le petit déjeuner de mariage qui suivit eut lieu dans les jardins à la française du domaine, sous un dais de soie blanche, et les toasts au champagne parlèrent de l'amour conquérant l'adversité et de l'honneur triomphant de la honte, tandis que Béatrice était assise à côté de son nouveau mari, ressentant un bonheur si profond qu'il semblait impossible que des mois plus tôt, elle se soit tenue dans un club pour gentlemen en acceptant des termes qui auraient signifié sa ruine. Alors que l'après-midi s'allongeait vers le soir et que les invités commençaient à partir avec de chaleureuses étreintes et des promesses de visite, Alexander conduisit Béatrice à la voiture qui les attendait pour les emmener sur la côte où une maison surplombant la mer attendait leur voyage de noces. Et alors qu'ils quittaient le domaine avec le coucher de soleil peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Béatrice se pencha contre l'épaule d'Alexander, sachant qu'elle avait tout misé sur un espoir désespéré et avait gagné non seulement la survie, mais un amour qui reconnaissait et honorait tout ce qu'elle était vraiment. L'automne arriva au domaine du Hampshire avec une touche de peintre, transformant les chênes anciens en tours d'ombre et de cramoisis, et c'est ici, en cette saison de récolte et de rassemblement, que Beatrice Pembroke, maintenant duchesse de Westmont depuis exactement 1 an et 3 mois, se retrouva au milieu des cottages des locataires, supervisant les améliorations qu'Alexander avait insisté pour qu'elle dirige selon son propre jugement sur ce dont les familles avaient vraiment besoin, plutôt que ce que la tradition aristocratique pourrait dicter comme charité appropriée. Les changements qu'elle avait mis en œuvre témoignaient d'une sagesse pratique née de sa propre expérience de circonstances réduites, avec des cheminées appropriées installées pour remplacer celles qui fumaient, des fenêtres agrandies pour laisser entrer une lumière bienfaisante, et des potagers établis pour que chaque famille puisse compléter ses provisions avec des légumes frais, même pendant les mois d'hiver lorsque l'argent se faisait rare. Alexander l'observait depuis la légère élévation où il se tenait à côté de son régisseur, et l'expression sur son visage portait un contentement qui aurait étonné la société londonienne qui ne l'avait connu autrefois que comme le duc austère dont le dévouement au pugilat semblait être sa seule passion au-delà du devoir ducal, bien qu'en vérité sa relation avec le combat se soit transformée en quelque chose de plus doux depuis son mariage, car il passait maintenant ses matinées dans le gymnase privé qu'il avait construit, enseignant la discipline et le respect de soi aux jeunes hommes du village, plutôt que de se préparer à des compétitions qui n'avaient plus de sens. Leur rythme quotidien s'était installé dans des schémas de profonde camaraderie, le petit déjeuner pris ensemble en discutant des affaires du domaine ou des livres qu'ils se lisaient le soir, les après-midi souvent passés à des activités séparées, mais se réunissant toujours pour le dîner où la conversation coulait avec l'aisance de 2 esprits qui avaient découvert une profonde compatibilité, et des nuits qui apportaient des intimités que Béatrice n'avait jamais imaginées pendant ces jours désespérés où elle avait accepté un pari qui aurait dû signifier sa ruine, mais qui était plutôt devenu le chemin étrange par lequel elle avait trouvé l'amour le plus profond qu'elle aurait pu concevoir. Le personnel de la maison avait depuis longtemps cessé de considérer la duchesse comme la femme scandaleuse dont l'arrivée les avait tous choqués
et la considéraient plutôt avec une affection sincère, née de l'observation de la façon dont elle avait apporté chaleur et but à des pièces qui avaient semblé froides pendant les années où Alexander vivait dans une dédication solitaire au maintien des apparences tout en nourrissant un chagrin privé. Et même les familles voisines, qui avaient initialement chuchoté sur les circonstances irrégulières du mariage, parlaient maintenant des Pembroke, avec admiration pour la façon dont ils avaient défié la convention pour revendiquer le bonheur. Alors qu'octobre s'approfondissait vers novembre, et que Béatrice se tenait en train d'examiner les plans d'un nouveau bâtiment scolaire qu'elle espérait établir d'ici le printemps, elle sentit l'agitation indubitable d'une nouvelle vie en elle et sut avec certitude qu'elle portait l'enfant d'Alexander, une prise de conscience qui la remplit d'émerveillement non seulement à la perspective de la maternité, mais aussi à la façon dont sa vie s'était complètement transformée depuis cette nuit où elle s'était tenue dans un club pour gentlemen en acceptant des termes qui étaient censés la détruire, mais qui avaient plutôt mis en mouvement des événements qui l'avaient conduite ici, à ce moment de profond accomplissement, debout sur une terre qui était maintenant sa maison, à côté d'un homme qui aimait non pas ce que la société jugeait précieux, mais ce qu'elle était vraiment sous tous les jugements et les limitations que le monde avait essayé d'imposer à sa valeur. Il y a des histoires que nous nous racontons sur le risque et la récompense, sur les paris que nous prenons lorsque les circonstances ne nous laissent d'autre choix que de faire confiance à des résultats que nous ne pouvons contrôler. Et si vous avez écouté le parcours de Béatrice et Alexander depuis cette nuit désespérée dans un club pour gentlemen jusqu'à la transformation d'un pari destiné à détruire en un lien qui a défié toutes les attentes, alors peut-être avez-vous reconnu quelque chose de votre propre histoire dans la leur, car nous faisons tous face à des moments où le monde nous juge selon des mesures qui n'ont rien à voir avec notre vraie valeur, et nous devons décider si nous acceptons ces jugements ou si nous risquons tout en croyant que quelque part, au-delà de la cruauté des limitations arbitraires, il existe une reconnaissance de qui nous sommes vraiment sous la surface. Beatrice Thornhill est entrée dans un tripot en croyant n'avoir plus rien à perdre et a découvert qu'elle avait tout à gagner, non pas par le sauvetage ou la protection, mais par le don plus rare d'être vraiment vue par quelqu'un qui valorisait la dignité, l'intelligence et le courage par-dessus les attributs superficiels que la société prise. Et Alexander Pembroke, qui s'était isolé derrière des murs de devoir et de chagrin, a découvert que la connexion authentique exigeait la vulnérabilité de reconnaître la valeur d'une autre personne, même si cela signifiait défier les conventions et sacrifier l'orgueil. Leur histoire nous rappelle que la transformation vient souvent des circonstances mêmes qui semblent conçues pour nous briser, que les moments de désespoir les plus profonds peuvent devenir des portes vers des avenirs que nous n'avions jamais imaginés possibles si nous maintenons notre dignité dans l'adversité et restons ouverts aux formes inattendues que le salut peut prendre. Il n'est jamais trop tard pour que votre vie change, jamais trop tard pour être reconnu pour votre vraie valeur plutôt que pour les limitations que d'autres vous ont imposées, jamais trop tard pour trouver l'amour qui voit au-delà des jugements superficiels, pour honorer la personne que vous avez toujours été sous le poids de la déception et des circonstances réduites. Si le parcours de Béatrice vous a touché, si la transformation d'Alexander d'un devoir isolé à un partenariat authentique vous a ému, alors sachez que leur histoire témoigne de ce qui devient possible lorsque nous refusons d'accepter les mesures corrompues par lesquelles un monde injuste calcule la valeur, et insistons plutôt sur notre droit à la dignité, à la connexion et à l'amour, quel que soit l'âge, la fortune ou les scandales que les circonstances ont attachés à nos noms. Je vous invite à me rejoindre à nouveau pour d'autres histoires de cœur oubliées, trouvant la reconnaissance, d'amour qui transcende les barrières arbitraires que la société construit, de transformation qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour revendiquer le bonheur qui semblait à jamais hors de portée. Abonnez-vous pour entendre d'autres récits de ceux qui ont tout misé sur leur propre valeur et ont découvert que les plus grandes victoires ne viennent pas en jouant selon des règles conçues
pour nous maintenir confinés, mais en ayant le courage de réécrire entièrement les termes. Et lorsque vous ferez face à vos propres moments de choix impossibles, souvenez-vous de Béatrice Debout dans ce club, acceptant des termes qui auraient dû signifier sa ruine. Et souvenez-vous que parfois, le chemin vers la joie passe par la chose même que nous craignons le plus, que la dignité maintenue dans l'obscurité finit par trouver la lumière qu'elle mérite, et que le véritable amour reconnaît et honore la valeur que les systèmes corrompus essayent de nier. Tout comme Alexander et Béatrice se sont trouvés à travers un pari qui s'est transformé d'instrument de honte en la fondation improbable d'un partenariat construit sur le respect mutuel, la reconnaissance authentique et l'amour le plus profond qui défie toutes les attentes cyniques sur ce qui est possible lorsque deux personnes choisissent de se voir vraiment.